Au Mexique, il y a beaucoup d'anciens monuments et de pyramides. La pyramide qui nous intéresse se trouve sur le site de Xochicalco. Il s'agit de la pyramide du serpent à plumes. Bien que nettement plus petite que ses consoeurs les plus célèbres, elle possède néanmoins un bas-relief magnifique. Mais surtout, cette sculpture contient des informations renversantes. Dans la série Ancienne Apocalypse, actuellement retransmise sur Netflix, Graham Hancock, journaliste en archéologie, se rend sur le site mexicain de Xochicalco. Il y étudie une sculpture d'une singulière beauté. Mais que signifie cette fresque? Graham Hancock pense qu'il s'agit d'une scène apocalyptique, une scène qui retranscrirait le souvenir d'un grand cataclysme. Mais le problème, c'est que son interprétation est biaisée. En effet, Graham Hancock est passé complètement à côté de certains signes pourtant très explicites. Des signes très caractéristiques qui dérangent bien plus que sa théorie de l'ancienne apocalypse. J'aime vraiment beaucoup Graham Hancock. C'est grâce à lui que j'ai fait une découverte extraordinaire qui va nous permettre de redessiner notre véritable histoire. J'étais tranquillement en train de regarder sa série sur Netflix et à un moment donné, il parle de Xochicalco et de cette magnifique fresque et il m'a donné envie de l'étudier pleinement, cette fresque. Je connaissais ce site, mais j'avais pas pu l'étudier parce que j'y ai jamais été et j'avais pas accès aux photos auxquelles j'ai accès maintenant. Grâce à la structure économique de Pagan TV, j'ai accès à une banque privée d'images maintenant. Et j'ai accès à des photos, des prises de vue qu'on ne voit pas dans le documentaire de Graham malheureusement. Et là, en plein milieu du monument, oh ma surprise, des symboles celtiques, des signes runiques, des runes vikings explicites, sans équivoque, des preuves éclatantes que derrière ce monument de Xochicalco, que dans cette Mésoamérique précolombienne, il y avait bien des vikings. Et là, tous les archéologues et tous mes ennemis sont en PLS. Bon, j'ai quand même été surpris que Graham Hancock ne les ait pas remarqués. On en reparlera à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que Graham a oublié? Où est-ce qu'il s'est trompé dans son interprétation? Et quel est le sens réel de cette fresque? C'est tout de suite sur Pagan TV. Le Mexique compte de très nombreux sites archéologiques qui datent de l'époque précolombienne, l'époque située avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. La pyramide de Teotihuacan est le plus célèbre monument d'Amérique, mais la fresque la plus célèbre et la plus jolie est probablement celle de Xochicalco. Cette fresque représente le serpent à plumes, le dieu que l'on nomme Quetzalcoatl. Dans toutes les traditions et légendes mexicaines, il revient systématiquement le serpent à plumes Quetzalcoatl, qui serait à l'origine de la civilisation. Quetzalcoatl est un dieu civilisateur qui aurait enseigné la science, la médecine et l'architecture aux peuples autochtones. Il est décrit comme un homme barbu qui est arrivé par la mer sur un bateau serpent venant de l'Est. Ici, l'on voit un individu assis sur le serpent à plumes, comme si le serpent était un navire. Sur cette fresque de Xochicalco, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, pourrait aussi figurer un navire. Cette légende de Quetzalcoatl, elle est présente chez tous les anciens peuples mésoaméricains. Ce civilisateur est arrivé sur un bateau serpent. Ça vous rappelle rien, ça? Je vais vous aider alors. Vous savez, aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont reconnu que les Vikings avaient foulé le sol d'Amérique du Nord 500 ans avant Christophe Colomb. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas navigué un peu plus vers le sud, ces Vikings, jusqu'au Mexique? Pourquoi pas? Expliquez-moi pourquoi ils ne l'auraient pas fait. En tous les cas, j'ai trouvé assez comique de la part de Graham de nous représenter Quetzalcoatl qui arrive sur un bateau
et juste à côté du bateau, des serpents qui nagent à côté. Il n'y avait plus qu'à faire le rapprochement. J'ai pas compris pourquoi il l'a pas fait, le rapprochement avec le Drakkar ou Snekkar des Vikings. Parce que ça s'appelle aussi un Snekkar pour Snake le serpent. Et Drakkar, c'est pour Drak le dragon. Voici maintenant ce qui est déterminant. Tout d'abord, sur la partie supérieure de la fresque, les sculpteurs ont représenté des roues solaires. La roue solaire est un symbole connu pour appartenir à la culture celto-nordique. La roue solaire était utilisée par les Celtes et par les Vikings. Attendez, c'est pas là où j'ai été le plus choqué, ça va être maintenant. Parce que c'est en plein milieu de la fresque, et puis c'est gros quoi. En plein milieu de la fresque, on retrouve la rune Ing, dans son style caractéristique. Rappelons pour les nuls que les runes, c'est l'écriture sacrée des Vikings. Parfois, la rune Ing est représentée sous sa forme de losange. Dans ce cas, les archéologues de mauvaise foi auraient pu plaider pour un simple losange. Mais sous cette forme caractéristique avec ses branches, et qui plus est en présence de la roue solaire, il n'y a plus de place pour les coïncidences. Il s'agit bien de la rune Ing. Attendez, c'est toujours pas là. Il y a encore mieux. Les archéologues actuellement au pouvoir, dont vous savez qu'ils haïssent particulièrement les Vikings, là, ils vont faire une attaque. De l'autre côté du monument, sur l'autre fresque du même type, au même endroit, en plein centre, on trouve une autre rune. La rune odale du dieu Odin. La signification de cette rune est la suivante. Les ancêtres, l'héritage. Bref, Odal, c'est la transmission des ancêtres vers les générations futures. Au-dessus de la rune Odal, on retrouve une troisième rune. Gebo. Gebo symbolise le don, la transmission. Ces deux runes font parfaitement sens avec la rune Ing, qui elle figure la descendance, une semence, une graine. Ces trois runes nous indiquent que ce monument est là pour transmettre un héritage, des informations aux générations futures. Ce qui est quand même dommage, c'est que Graham, il l'a pas noté tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas un gros bosseur, Graham, donc il avait peut-être oublié de réviser les runes, je sais pas. C'est vrai que c'est un ancien gros fumeur de cannabis, donc c'est plutôt un flemmard. Puis c'est vrai qu'avant le début de chaque épisode, il faut qu'il aille faire un tour de hors-bord, donc il avait peut-être d'autres priorités que de bosser et de réviser les runes, je sais pas. Toujours est-il qu'il n'a pas mentionné ces faits dans son documentaire. Et ce qui est proprement génial avec ce monument, avec cette fresque, et ce qui va rendre fou les archéologues au pouvoir, c'est que cette fresque va nous expliquer pourquoi Quetzalcoatl est venu en Amérique. Qu'est-ce que ce bon vieux barbu est venu faire de l'autre côté de l'océan? Dans la culture dite celto-nordique, ceci est un Irminsul, la stylisation de l'arbre de justice. Un totem lui-même lié au culte de l'arbre de vie. Stop! Temps mort! Elle est bien jolie ton interprétation là, Oleg. Sauf que ton symbole là, il est aussi au sortir de la bouche du serpent. Dans une position qui n'est pas celle d'un arbre. Haha! T'expliques ça comment?
En fait, c'est assez simple. La bouche, sur la plupart des anciennes représentations, elle désigne la parole, c'est-à-dire ce que le personnage a à nous dire. En l'occurrence, il s'agit du serpent à plumes. Donc, ce qui sort de la bouche du serpent à plumes, Quetzalcoatl, le dieu civilisateur, eh bien, c'est ce qu'il a à nous dire. C'est son message. Cela signifie tout simplement que le serpent à plumes s'exprime au sujet de l'Irminsul. C'est l'Irminsul qui est au centre de la conversation. Sur d'autres sculptures du temple, l'Irminsul sortant de la bouche du serpent est représenté la tête en bas. Ah ouais? Et pourquoi? La tête en bas, c'est pour exprimer l'idée que l'Irminsul est mort. L'Irminsul mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'histoire de l'Europe, la destruction de l'Irminsul est un événement majeur. Pourtant, il est complètement méconnu. C'est en 772 que l'arbre sacré des païens fut détruit. Un événement qui illustre la guerre de civilisation qui avait lieu en Europe. Charlemagne, dont le vrai nom est Carolus Magnus, avait entrepris la destruction de la civilisation native par la conversion forcée au christianisme et par la conquête militaire des derniers territoires païens. Il pénètre avec son armée en Saxe en l'an 772 et il vient y détruire l'arbre sacré Irminsul le jour de la fête odinique de l'équinoxe. Il voulait ainsi affirmer sa volonté d'écraser la religion et la civilisation païenne. On dit que cet arbre issu d'une forêt primaire était tout simplement gigantesque, mais les hommes de Carolus Magnus l'ont abattu sans vergogne. En connaissance de cet événement, tout devient alors limpide. Le serpent à plumes nous dit « Ils ont tué l'arbre de justice. C'est la raison pour laquelle je viens me réfugier ici. » Quetzalcoatl, le serpent à plumes, a fui. Mais il n'a pas fui un cataclysme, mais la politique sanguinaire de l'Empire christo-romain qui a détruit l'Irminsul et qui tentait d'anéantir la civilisation celte odinique. Cette fresque ne nous parle ni d'un tremblement de terre, ni d'une boule de feu, ni d'une grande inondation. Pourtant, elle nous parle bien d'une catastrophe, mais une catastrophe d'une toute autre nature. Il s'agit d'un drame humain, il s'agit d'une catastrophe politique et religieuse, un drame méconnu de notre histoire, parce que ceux qui influencent l'université négativement font tout pour nous cacher cette facette immensément importante de notre histoire. Si un Irminsul est planté au sommet de cette construction, c'est pour signifier que l'arbre est souverain. Et si cette construction figure une civilisation, alors l'ensemble figure une civilisation gouvernée par l'arbre de justice. Ici, nous avons ce qui semble être un moyen de transport. Le moyen de transport de ce modèle de civilisation importé par Quetzalcoatl. Un moyen de transport qui a l'apparence d'un bateau viking, drakkar ou snekkar. À cet endroit, on nous décrit l'objectif de Quetzalcoatl en Amérique. Reconstruire une maison. Autrement dit, reconstruire une civilisation avec tout en haut l'Irminsul. Construire une société régie par la tradition odinique de l'arbre de justice. Ah d'accord, c'est hyper simple à comprendre en fait. La justice est la base du modèle de société celto-viking, un modèle au sein duquel tous les citoyens sont égaux autour de l'arbre sacré. Les assemblées politiques où le peuple prenait lui-même les décisions avaient lieu autour de l'arbre. Ici, nous avons la cause de l'arrivée du serpent à plumes, l'agression contre la civilisation païenne en Europe, et ici, nous avons le but de son arrivée en Amérique, reconstruire la civilisation de l'arbre de justice. Mais attendez, c'est toujours pas fini. On va maintenant voir les autres petites fresques plus modestes de Tzotzicalco, qui elles aussi ont encore beaucoup de choses à nous dire.
Ici, sur une autre fresque, nous avons une représentation de l'arbre de vie. Ici, elle a été remplacée par une autre représentation de l'arbre sacré, Irminsul. Sur la gauche, un loup semble vouloir attaquer et dévorer l'arbre sacré. Mais un mur ou une palissade l'en empêche. L'arbre est ainsi protégé de l'appétit du loup. Cette allégorie signifie que la civilisation de l'arbre est ici protégée, en Amérique. Dans la religion odinique, le loup figure l'appétit insatiable des géants. On dit même que le loup finira par dévorer la terre entière. Ici, la roue solaire, qui figure le soleil, est en train de se faire dévorer par une bouche bien affamée. Dans la religion odinique, il y a un loup qui poursuit le soleil pour le dévorer. Son nom est Skul. La lumière solaire doit être interprétée comme étant la sagesse qui éclaire une civilisation qui vit l'âge d'or. Le soleil symbolise l'âge d'or. Mais quand le soleil disparaît, quand il est dévoré par le loup, c'est la fin de l'âge d'or. C'est la mort de la civilisation celte odinique et le début d'une époque ténébreuse. C'est comme quand l'arbre de justice est arraché. Ce dessin nous décrit les tristes événements survenus en Europe qui furent la cause de l'arrivée de Quetzalcoatl. La théorie de Graham Hancock, c'est que Quetzalcoatl est venu des suites d'un cataclysme qui a eu lieu il y a 12 000 ans, faisant ainsi de Quetzalcoatl un personnage vieux de 12 000 ans. Graham reconnaît pourtant que ce temple de Xochicalco, il date de à peine plus de 1000 ans. Il est tout proche de nous dans le temps, ce temple. Donc Graham nous dit en fait que les sculpteurs auraient voulu retranscrire un récit vieux de plus de 11 000 ans. Moi, ça me paraît quand même très tiré par les cheveux, tout ça. Graham Hancock interprète ce signe comme des flammes, ce qui lui permet de coller avec sa théorie cataclysmique, car il décrit ceci comme une maison en feu. Mais voyons pourquoi ce signe ne peut pas être une flamme. Ici, le signe sort de la bouche du serpent, mais surtout, il tombe vers le bas. Une flamme ne tombe jamais vers le bas. Le feu monte. Toujours. Ceci ne peut donc pas être une flamme. Qui plus est, la maison est particulièrement haute, bien construite et pas endommagée du tout. Si les anciens avaient voulu figurer un cataclysme, ils auraient endommagé la maison. Ils n'auraient pas représenté des flammes uniquement au sommet non plus. Et puis, ils auraient fait des vraies flammes. Parce qu'on n'a jamais vu des flammes comme ça. Si on fait les cons, on a la tradition d'un homme à barbe venant de l'Est, sur un bateau serpent, des roues solaires, la rune Ing, la rune Odal, la rune Gebo, l'Irminsul, duquel émane l'interprétation générale de cette fresque, un récit parfaitement concomitant avec les événements politiques et religieux qui survinrent en Europe à la même époque, à savoir une guerre de civilisation, une guerre de religion. Enfin, des éléments mythologiques issus de la religion odinique qui décrivent une fin de civilisation. Ça fait beaucoup d'éléments. La concomitance de ces facteurs démontre que Quetzalcoatl était un sage de la religion celte odinique, la religion des Vikings. Et encore, nous ne vous présentons ici que les preuves liées aux pyramides de Xochicalco, mais nous avions déjà démontré la présence viking en Amérique du Sud et en Mésoamérique dans notre documentaire Templiers, Vikings et Cathédrales, qui présente encore de nouvelles preuves de cette présence viking. Le film est disponible en DVD sur espritviking.com. À votre avis, est-ce que Graham Hancock connaît ce symbole celtique? Est-ce que Graham connaît les runes? Personnellement, j'ai du mal à croire qu'il ne les connaisse pas. Je pense que pour passer sur un géant comme Netflix,
Graham a sans doute dû faire des compromis. Malgré ce compromis probable, il a quand même fait un super travail. Il a permis d'initier à l'archéologie alternative un très large public. Et globalement, le contenu de son documentaire est très bon. Il y a plein d'informations hyper intéressantes. En plus, en ce moment, il en prend plein la figure de la part des grands médias parce qu'il a quand même fait avancer la recherche d'un grand pas. Donc, malgré tout ça, je tire mon chapeau à Graham. Alors, ce compromis de Graham, c'est quoi? On a pu le voir. On a pu voir qu'aujourd'hui, sur Netflix, on peut parler d'une ancienne apocalypse, on peut parler d'extraterrestres qui seraient venus civiliser, mais on ne peut toujours pas parler de cette ancienne civilisation païenne, cette ancienne civilisation mondiale avancée, unie par des symboles, par une religion primordiale commune, qui est la religion que pratiquaient les Vikings. Ça, on n'a toujours pas le droit d'en parler sur un géant comme Netflix. Mais c'est pas grave. On a avancé d'un pas et on va continuer d'avancer. Personnellement, je ne fais pas de compromis. J'avance vers la vérité de manière droite et directe depuis plusieurs années. Ce qui me vaut des injures publiques, des diffamations, parfois des menaces, des attaques perpétuelles, des harcèlements sur les réseaux sociaux. Mais je m'en fiche, je continue d'avancer. J'ai publié ce livre alors qu'il est diabolisé, tout comme l'autre livre sur le sujet, Drakkar sur l'Amazone, alors qu'on a essayé de me faire peur pour pas que je les publie. Mais c'est des livres qui contiennent des informations qui démontrent que les Vikings sont venus en Mésoamérique et en Amérique du Sud bien avant Christophe Colomb. Pour pouvoir continuer à avancer sur cette route de la vérité, à l'aide de mon Drakkar, ou plutôt de mon Snekar pour le coup, j'ai besoin de vous, le public. Et oui, évidemment, je suis indépendant financièrement, je suis autofinancé par esprit-viking.com, la boutique en ligne. Vous pouvez vous procurer ces livres de réinformation qui dérangent tellement les archéologues actuellement au pouvoir. Vous pouvez également me soutenir en vous faisant plaisir, en goûtant à du véritable hydromel, chose très très difficile à trouver, en achetant des cornes à boire, ou vous allez voir, il y a tout un tas d'autres produits. Mais vous pouvez également décider de me financer de manière directe en passant par le Tipeee. C'est mon financement participatif tout aussi important, j'oublie de vous le rappeler. Donc voilà, pour vous dire qu'on a tous besoin les uns des autres. Merci à Graham pour son travail. Moi, je fais le mien et j'ai également besoin de vous. C'est tous ensemble qu'on doit avancer vers la vérité. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui me soutiennent sur les réseaux sociaux, etc. face à ces trolls qui récemment m'ont beaucoup attaqué. Je veux dire que la bonne nouvelle de Tsotsicalco avec Graham Hancock est arrivée au bon moment. Enfin, même si c'est moi qui ai découvert évidemment tout ça. Il faut remercier Graham qui a été un peu précurseur. Et voilà, et je remercie tous ceux donc qui me soutiennent depuis de nombreuses années. Merci à tout le monde. C'était moi, Oleg de Normandie, pour la vérité, pour la justice qui en découle, et pour l'harmonie et l'amour qui découlent de la justice. À bientôt, au revoir.